Bonjour à tous et à toutes, nous voilà de retour donc aux Archives nationales, dans cet auditorium des Archives nationales et sur les internets pour la deuxième journée de ce colloque, les figures changeantes de la protection de la nature du 19e au 21e siècle. Si vous n'étiez pas là hier, si vous n'étiez pas avec nous physiquement ou derrière votre écran, je vous rappelle les règles de fonctionnement un peu particulières de ce colloque. Les intervenants sont ici dans la salle. Les autres participants sont partout dans la galaxie, derrière leur écran, mais où que vous soyez, vous pouvez prendre part aux échanges à tout moment. Il y a sur votre écran un outil de clavardage. Vous envoyez vos remarques, vos questions, vos interpellations aux intervenants et je me ferai votre porte-parole auprès de tous au milieu ou à la fin de chacune des sessions. On redémarre tout de suite donc avec le deuxième volet de la thématique des partenariats reconfigurés avec un point d'interrogation. Pour modérer cette session, Bertrand Sajaloli, qui est intervenu hier, géographe à l'Université d'Orléans, bonjour. Un mot sur votre mot sur cette thématique, votre regard sur cette thématique des partenariats reconfigurés. Oui, bonjour à tous. Nous avons fini la table ronde hier sur cette notion d'altérité, beaucoup développée notamment par François Sarrazin. Et cette altérité, ce sentiment de participer au vivant, d'en faire partie, suppose également que sur un plan social, cela suppose et s'accompagne avec un certain nombre de partenariats, car les acteurs qui interviennent autour de la gestion de la nature sont particulièrement nombreux, sont divers, n'ont ni les mêmes attentes, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes modes d'expression. Et donc la séance de cette session 4 d'aujourd'hui sur des partenariats reconfigurés est en grande partie consacrée à ça. Alors, deux absents, Nicolas Drapier et Adèle Debré n'ont pu finalement se joindre à nous, mais nous avons la chance d'accueillir Sylvain Dournel et Laurence Lestel qui est dans la salle. Et mon cher Sylvain, j'ai une dette avec toi, parce que dans la communication que j'ai faite hier, pour des raisons de place dont nom n'avait pas été mentionné, mais Sylvain fait également partie du bureau du groupe des zones humides, en même temps que Anne Brideau, qui est archéologue, et la communication que j'ai eu l'honneur de vous présenter hier avait été préparée également par Anne et Sylvain. Donc voilà, je n'aime pas avoir des dettes, surtout des dettes intellectuelles, c'est toujours particulièrement désagréable. Ensuite, une communication que vous attendez beaucoup, puisque François Sarrazin nous a un petit peu épinglé hier en disant qu'on était resté quoi devant l'ensauvagement. Et nous avons la chance d'accueillir un des géographes qui est quand même un des grands spécialistes de la question dans une communication sur ne pas intervenir, laisser évoluer librement la nature, enquête sur les pratiques et représentation des acteurs de la gestion des espaces protégés. Voilà. Eh bien, tout de suite, Sylvain, c'est à vous. Donc, vous êtes géographe à la Sorbonne. Alors, maintenant, je suis rattaché à l'Université d'Orléans, mais j'ai fait un postdoctoral à la Sorbonne Université. Voilà, et vous avez travaillé avec Laurence Lestel, qui est historienne au CNRS. Exactement. C'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, la communication que je vous présente vise finalement à interroger les mesures de gestion des milieux naturels aux aménagements d'estuaires de la Seine des 19e et 20e siècles. Cette communication s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche coordonné par Laurence Lestel qui a pour objet la reconstitution des trajectoires environnementales de l'estuaire de la Seine. Alors, d'abord en introduction, l'estuaire de la Seine est identifié sur le seul plan longitudinal. On a en effet 160 km de linéaire lié à un système de représentation dominant historiquement associé aux besoins d'une navigation au service de Paris et du trafic maritime international. Or, cette lecture très linéaire est incomplète et exclut de vastes plaines alluviales à l'image de ce qu'on peut voir ici sur l'écran. Et c'est là l'expression donc d'importants travaux de fixation, de simplification et de réduction du lit et de l'embouchure du fleuve opérés par l'État au 19e et 20e siècle sur 150 ans à peu près.
Alors là-dessus, il s'agit de se focaliser sur les acteurs et mesures qui ont conduit à l'évolution des écosystèmes de l'estuaire et un glissement de la notion de nature mise en exergue à travers 3 sites. Alors d'amont en aval, vous avez ici donc 3 plaines alluviales. Tout d'abord près de Rouen, la boucle d'Enneville. Ensuite, entre Rouen et Le Havre, à mi-chemin, les marais de Norville à Tancarville. Et enfin, au niveau de l'embouchure, en rive gauche, la plaine de Honfleur. Alors, pour se focaliser sur les acteurs et ces mesures, la méthode de travail reposait en l'exploitation de cartes et photographies aériennes analysées par SIG pour reconstituer la trajectoire paysagère de ces 3 sites. Et l'exploitation d'archives, notamment dans cette maison, ainsi que 33 entretiens avec des acteurs locaux et des relevés de terrain, avaient pour objet aussi de comprendre les facteurs de l'évolution des 3 territoires en question. En première partie, voyons donc les idées de nature dans l'estuaire au niveau de ces 3 sites. Tout d'abord, dans la plaine de Honfleur, on note une mosaïque paysagère dans laquelle, finalement, des boisements spontanés, d'anciens bassins portuaires envasés viennent cohabiter sans véritablement avoir de lien avec des zones industrielles, des zones portuaires, des zones d'activité ou des zones commerciales. Donc on a toutes sortes de patchwork et des milieux de la nature qui finalement s'immiscent entre eux. Alors cette mosaïque paysagère est héritée. Ici, lorsqu'on regarde l'assemblage de photographies aériennes de 1947 à 2015, on note surtout de profondes évolutions paysagères sur 70 ans, profondes évolutions paysagères qui voient donc la plaine de Honfleur évoluer dans sa morphologie, dans ses contours, mais aussi influencée par, notamment, dans la carte en bas à droite, le projet d'une zone industrielle et portuaire Eure-Calvados qui va donc en conditionner une certaine évolution. Dans le détail, la situation en 1947, on note une situation dominante d'abandon d'un port-canal, le port de Honfleur, marqué par des vasières, ici en couleur kaki, donc sur la partie occidentale de la plaine. Et de l'autre côté, sur les parties centrales et orientales, on note une ambitieuse conquête des vasières, à travers d'abord la rectification du tracé de la Seine canalisée, donc délaissant un endiguement nord pour un tracé beaucoup plus au sud, comme le montre cette carte, avec donc retrait des vasières et stockage en retrait ici sur les plages beiges de cette carte, c'est-à-dire assèchement, drainage des espaces gagnés sur la zone d'embouchure. Et ce qu'on peut retenir ici de cette situation, c'est une suppression progressive des milieux humides par remblaiement. Alors en 1978, on a ici une dynamique de planification. Une dynamique de planification sur les parties occidentales et centrales. Donc finalement, on renverse le propos et c'est à l'ouest finalement qu'on va intervenir. On a une structuration de la plaine autour du transport ferroviaire avec ce linéaire violet qui parcourt l'ensemble de cette partie occidentale, anticipant finalement cette zone industrielle-portuaire Eure-Calvados. Et une généralisation d'activités industrielle-portuaire d'ouest en est, suivant un gradient donc, suivant ce gradient, mais de l'autre côté, le temps que ce processus se mette en marche, finalement, un laisser-faire quasi général de la partie orientale. Et donc on note sur la partie orientale, développement de boisements spontanés, du pâturage extensif représenté sur des couleurs beige et vert médian à vert sapin. Et ce qu'on peut retenir finalement, c'est la disparition de milieux humides, essentiellement intertidaux, mais aussi le développement de nouveaux éléments de nature, des prairies, mais aussi surtout des boisements spontanés. En 2015, la dynamique de planification apparaît évoluer sur la partie occidentale. On note une cohabitation de sites industriels-portuaires d'une part, mais aussi de milieux humides. Du fait de mesures compensatoires, finalement des bassins portuaires vont être envasés volontairement, ou sinon reconstitution de zones humides. Et un découpage finalement de la plaine qui va se faire autour du transport ferroviaire, routier, en lieu et place du transport ferroviaire, notamment marqué par le pont de Normandie qui traverse cette plaine au centre. Mais sur les parties centrales orientales, finalement, il y a une volonté de préserver, mais dans un laisser-faire quasi généralisé. Avec l'ancrage des boisements spontanés, vous voyez la couleur vert foncé qui se développe, et de part et d'autre, des pâturages extensifs. Et donc on note ici la création de milieux humides à travers les mesures compensatoires, mais aussi le développement de milieux humides par eux-mêmes, notamment des prairies qui deviennent humides du fait d'affaissement des remblais,
et aussi du fait de développement de nouvelles vasières. Et en parallèle, le maintien et la protection de boisements spontanés. Si on fait une rapide comparaison sur d'autres sites, ici sur les marais de Norville à Tancarville, en 1860, on a des lieux de nature avant tout marqués et dominés par les alluvions, mais alluvions qui vont être déconnectés finalement du fleuve du fait de l'endiquement de la Seine. Et donc on a une conquête agricole qui va s'opérer ici, toutes ces terres gagnées sur le fleuve du fait de la chenalisation de la Seine, pour transformer ces espaces en prairies humides, et donc une généralisation de ce type d'usage sur les espaces adjacents au fleuve. Autre illustration, ici la nature est plutôt coincée à l'état de relique. Ce sont, depuis le milieu du XXe siècle, finalement, des modes d'occupation des sols qui vont être zonés et antagonistes sur cette même plaine de Norville à Tancarville, dans la mesure où on a des propriétaires terriens qui sont partagés entre, d'une part, la création et l'animation et le développement d'un port pétrolier, Port Jérôme, développé en 1933, et animé autour de schémas d'aménagement à l'image de ce projet 1968, où on veut généraliser une plaine industrielle portuaire sur l'ensemble de cet espace, mais aussi la création, de l'autre côté, de grandes exploitations agricoles innovantes. Je pense notamment à la ferme du Marais, donc sur ces tons beige en bas à droite, avec notamment le gendre de Félix Faure, qui donc développe un modèle agricole autour de la céréaliculture ici, ou encore André Bettencourt. Et finalement, les milieux de nature ici vont être coincés entre ces confrontations, comme on peut le voir sur le cliché en bas à droite, entre céréaliculture et complexe pétrolier. Autre illustration, la boucle d'Enneville en Bourville. On a différentes situations entre 1860, 1967 et 2015. Ici, à proximité de Rouen, finalement, on a un espace avant tout marqué à l'origine par des prairies humides, des marais, sur les zones de dépression. Une volonté de planification qui va vouloir, à travers le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, développer, généraliser une zone industrielle portuaire, mais aussi donc le tracé d'une fameuse rocade ouest qui est toujours à l'étude. Et donc, ce projet sera avorté pour laisser place au développement de gravières et de cordons boisés au niveau des prairies humides du XIXe siècle. Et donc, une généralisation de plans d'eau qu'on note finalement à partir de ce développement de gravières dans les années 70-80 aujourd'hui. Et donc, des idées de nature qui vont reposer autour de cette problématique d'accès à ces rives d'étangs et de plans d'eau. En partie 2, vous voyez un peu 3 temps responsables de ce glissement de nature dans l'estuaire. D'abord, la mise en œuvre de la loi 1807 relative au dessèchement des marais. L'octroi avantageux, en effet, des étendues d'alluvions aux propriétaires riverains engendre la suppression des milieux humides, avec dynamique d'atterrissement, on l'a vu, travaux d'assèchement de drainage pour la mise en pâture, puis la mise en culture. Et ce processus conduit aussi à l'émergence de nouvelles entités humides, comme l'illustre ici cette carte de 1950 avec ces grandes étendues blanchâtres qui se développent de part et d'autre de la Seine, à savoir des mares, des marais, des polders, des prairies humides. Deuxième temps, le développement industriel-portuaire piloté par l'État. On est dans une logique très verticale. Et le façonnement des plaines, commandé par les outils de planification de l'estuaire, accélère la suppression des milieux humides par des travaux d'assèchement et de drainage, mais suivant les plaines. On a en effet des plaines qui sont dévolues aux espaces verts et aux espaces récréatifs comme la boucle de Bretonne, et l'autre côté, donc on l'a vu, des espaces totalement destinés aux activités industrielles-portuaires. Le dernier temps, la directive territoriale d'aménagement au début des années 2000 qui marque l'intention de concilier des intérêts variés. En effet, on a là un outil de discussion de planification axé sur le développement durable et une vision globale qui apparaît délitée. L'approche différenciée s'impose davantage, conduisant à un morcellement du territoire aussi. En effet, cohabitent sans véritablement le lien des recompositions extensions urbaines sur les tons violets ici sur cette carte, renforcement de grands équipements sur les plages rouges, notamment autour de Honfleur et du port du Havre, et des éléments de protection de l'environnement. On pense au marais Vernier, à la confluence de la Rille et de la Seine, entre autres. Et finalement, cette gestion différenciée est aussi l'expression d'une démultiplication des acteurs investis dans l'exploitation, la gestion, la protection et la valorisation de l'estuaire. Ici, donc, ces acteurs sont classés en fonction de leur sphère d'influence, passant du local à l'international. Et là où j'attire votre attention, c'est qu'on a une diversité finalement d'outils et d'objectifs de gestion et de protection des milieux associés à ces acteurs, que je n'aurai pas le temps de développer ici. Mais finalement, en vert, on a de nombreux acteurs qui sont impliqués
passant aussi bien donc des milieux associatifs, départements, mais aussi de l'Europe avec le réseau Natura 2000. Et de l'autre côté, j'attire votre attention sur la loi portant réforme portuaire de 2008, qui acquiert notamment au Grand Port Maritime du Havre et de Rouen des compétences en matière de protection et de gestion des milieux humides, dans lesquels ils sont finalement de très très grands propriétaires fonciers. Mettons en lien finalement la chronologie et les outils de protection et de gestion. Ici, j'attire votre attention sur deux outils. La réserve naturelle de l'estuaire, créée en 1997, étendue en 2004, et le réseau Natura 2000. La réserve naturelle apparaît sur des tons vert foncé et le réseau Natura 2000 en couleur moutarde. Et finalement, on note ici des conceptions de nature différentes. La réserve naturelle s'attachant surtout à des milieux subsistants par rapport aux travaux de canalisation, de chenalisation, les vasières et plus récemment les roselières. Alors que le réseau Natura 2000 porte sur des milieux plus ordinaires, mais riches en biodiversité, les prairies humides, les rives des plans d'eau ou encore les systèmes de mares. Et finalement, des idées de nature aussi qui vont changer d'une plaine à l'autre. On pense aux logiques de protection des milieux qui sont variées, avec l'importance de schémas d'aménagement, on l'a vu dans les trois sites, et de logiques d'acteurs en place. Ici, sur la plaine de Honfleur, l'association Estuaire Sud a grandement contribué donc au maintien de ces parties centrales et orientales autour des déboisements spontanés et des prairies humides. Mais aussi, un autre fait important, l'importance des héritages. Les devenirs des plaines conduisent à des natures différentes d'une plaine à l'autre. Donc voici quelques expressions ici sur Honfleur. En voici d'autres sur la boucle d'Anneville, où là finalement on aura aussi un élément important qui va ressurgir avec la loi de 2016 de reconquête de la biodiversité, ce sont les mesures compensatoires. Par exemple, sur le cliché en haut à gauche, d'état dans les trous renvoie à une opération du Grand Port Maritime de Rouen qui va chercher à stocker des sédiments de dragage dans un plan d'eau, donc issu d'une carrière, superposer le tout par 1 à 2 mètres de tourbe et mettre le tout en pâture par référence au mode d'occupation des sols au XIXe siècle. Et finalement, on aura des mesures compensatoires qui vont reposer ce type d'expérimentation qui vont se généraliser sur les figurés bleus plus au nord, et aussi des reconfigurations, de radoucissement, de restauration de gravières, le tout avec la préservation de milieux humides. Il faut savoir aussi que le réseau Natura 2000 s'est généralisé cette plaine qui était plutôt délaissée du fait de la présence du pic prune sur cette boucle, qui a amené notamment le parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande à jeter son regard sur cette boucle. Dernière illustration, Port Jérôme, le port pétrolier, qui figure au milieu de cette carte, qui ne figure pas dans le périmètre du parc naturel régional, qui figure en vert sur l'ensemble du reste de la carte, et une zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux, INZICO. Finalement, les logiques de préservation, de gestion de la nature vont se faire au gré des évolutions de ce port Jérôme, par des zones d'aménagement concertées, phase 2 et 3, qui par des mesures compensatoires vont amener au développement de prairies humides, mais aussi au reméandrage de rivières. Donc on aura par exemple ici, sur le cliché en haut à droite, un reméandrage qui aura lieu juste à côté d'un gros complexe de raffinerie et de travail des hydrocarbures. De l'autre côté aussi, une logique de sédimentation qui va permettre, dans une Seine chenalisée, de revoir se développer des systèmes de roselières, mais aussi des systèmes de ripisylves. Pour conclure, on a ici, à travers ces plaines d'alluvions, des objets originaux, avec des entités qui étaient quasiment inexistantes avant la chenalisation de la Seine, et qui incarnent aujourd'hui des éléments de nature très variés, très hétéroclites. On a une même succession chronologique d'une plaine à l'autre, on l'a vu avec ces 3 temps principaux, mais dont les effets sur les plans environnementaux changent d'une plaine à l'autre. Et donc une diversité de réponses à partir de milieux proches, du fait de situations, d'acteurs et d'outils. Et donc on note un glissement de la notion de nature lié à un changement de regard sur les plaines d'alluvions. Ici donc en schématisant, plaine de Honfleur, où on passe d'une influence locale par rapport à un port totalement abandonné. L'influence internationale va augmenter l'artificialisation des sols qui est exprimée ici en ordonnée, jusqu'à recours de la loi littorale par l'association Estuaire Sud, et donc finalement la préservation de milieux de nature, notamment autour de boisements spontanés et de prairies humides. Une autre illustration, je ne vais pas toutes les détailler, mais par exemple la boucle d'Anneville, où on a finalement une influence locale autour du pâturage extensif, une influence qui va passer au niveau régional avec une
accélération de la compartimentation du fait des gravières et de l'intérêt donc des acteurs du BTP sur cette boucle. Mais la reconquête des paysages va s'effectuer autour de mesures compensatoires et on va revenir à une influence locale et régionale autour des prairies humides. Pour finir, ici, une illustration de cette nature ordinaire qui tend à subsister entre la sériculture au premier plan, la Seine fortement naviguée à travers ces gros ouvrages de transport, et donc cette ripiscive qui est coincée ici et qui tend donc à se développer malgré tout. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sylvain Dournel. Si vous voulez nous rejoindre, on aura un temps d'échange et de questions tout à l'heure. Ce que vous nous avez présenté, ce n'est pas précisément ce qu'on peut appeler de la libre évolution. On va peut-être donc changer de registre avec l'intervention suivante, celle de Régis Barraud. Ne pas intervenir, laisser évoluer librement la nature, enquête sur les pratiques et les représentations des acteurs de la gestion des espaces protégés. Régis Barraud, vous êtes géographe à l'université de Poitiers. Bonjour à tous. Donc, je suis heureux de pouvoir vous retrouver après pas mal de toutes ces péripéties au sujet de ce colloque. Merci à Bertrand pour la présentation. Il m'a mis beaucoup de pression. J'ai intérêt à vous raconter des choses très intéressantes maintenant. Je n'utiliserai pas de PowerPoint. Je vais simplement essayer de vous présenter une réflexion sur la base d'une recherche exploratoire qui se compose de deux volets. D'abord, une réflexion sur les notions qui sont associées à la libre évolution et à la non-intervention dans le cadre d'une approche généalogique. Et puis, ensuite, j'essaierai de vous présenter les premiers résultats d'une enquête que j'ai réalisée auprès d'animateurs Natura 2000 en région Nouvelle-Aquitaine pour essayer de confronter cette vision du retour du sauvage et la mobilisation, à travers la mobilisation de ces termes, non-intervention, libre évolution, essayer de comprendre comment ça résonnait chez eux, dans leur pratique professionnelle, mais aussi sur le plan de leur identité personnelle. Donc dans une première partie, je souhaiterais revenir sur la trajectoire de l'idée et de la posture du laisser-faire. Alors, pour cela, j'aimerais utiliser les travaux de Jay West, un historien et sémiologue qui a réfléchi sur l'origine du mot wilderness. Alors là, vous allez me dire, mais où il part c'est pas très original, la wilderness, on connaît tous l'histoire. Seulement, Jay West nous ramène à une origine qui est souvent peu connue du terme, à une interprétation peu connue du terme, qui me semble assez intéressante. Il la réassocie à la conception ontologique animiste celtique de la nature. Et Jay West, dans cette analyse de la filiation celtique entre wilderness et wilderness, insiste sur deux dimensions qui sont encapsulées dans cette forme du vieil anglais. La première précise la notion d'autonomie qui est associée au sauvage. Elle est portée donc dans sa lecture par le terme will, volonté, qui est arrangé en self-willed, autodétermination. La deuxième dimension est déduite de l'interprétation de Ness, alors que l'historien américain Roderick Nash renvoyait le sens de ce suffixe à un sentiment se rapprochant de l'idée de wildness, mobilisée par Thoreau. West l'associe davantage à des objets spatiaux, à des lieux spécifiques, cap, promontoire, ou plus largement une terre importante. Et cette nature, qui est intégrée à une ontologie animiste, est sacralisée. Dans le monde celte, cette nature est dotée de ses propres sentiments, volontés et pensées. L'adoration de la nature celte laisse place à des espaces non contrôlés qui s'autodéterminent. Et donc, ça ouvre la voie à ce que vous connaissez, puisque certains de ces objets qui sont ponctués de lieux sacrés non construits, notamment les landes, mais aussi les petits bois, donnent accroche au paganisme, heathenism, paganisme. Donc, dans cette interprétation, la wilderness, désencastrée de son interprétation culturelle nord-américaine, peut alors être comprise
en tant que self-willed land, qui ramène la terre ou la nature à sa propre agentivité. Ensuite, l'histoire, vous la connaissez, je pense, largement. La non-intervention et l'intervention mise en tension parcourent l'histoire de notre rapport à la nature, et pas seulement celle de la conservation. On peut repartir des mises en défense ressourcistes de différents types, mais également des considérations sentimentalistes et des romantiques au XIXe siècle. Et puis, en relisant cette histoire, ce qui m'a marqué aussi, c'était cette phase où on considère la nature abandonnée à elle-même comme objet d'intervention ou de non-intervention. Et ça, cette dispute, elle est consubstantielle de la création finalement des premières aires protégées. On pense par exemple au Parc national suisse dès 1910 qui met en œuvre en Europe une vision extrêmement rigoriste qui, justement, est fondée sur la protection, la préservation d'une nature abandonnée à elle-même. Dans les années 30, l'interventionnisme et le non-interventionnisme sont aussi discutés au sein des spécialistes dans les cercles professionnels français. Par exemple, Petit du MNHN s'oppose à Joubert sur le niveau d'intervention qui doit caractériser les différentes aires protégées. Et ce débat se porte en particulier sur la première proposition française de l'idée de réserve naturelle intégrale, testée à Madagascar dans un premier temps. Le laisser-faire, c'est un sujet qui est toujours présent dans la famille de ce qu'on peut appeler les forestiers écologistes. On le retrouve tout le temps sous des formes différentes. Régénération naturelle, forêt naturelle, vieille forêt, forêt en libre évolution, vous connaissez tous les termes qui ont été actualisés. Voilà pour ce rapide parcours de l'histoire longue. J'aimerais maintenant faire un bond en avant et nous positionner il y a une vingtaine d'années, puisqu'il semble que cette tension non-intervention, intervention, elle a été à nouveau fortement discutée il y a environ une vingtaine d'années, 20-25 ans, dans un contexte que vous connaissez bien, c'est celui de la peur des friches, et du basculement, j'y reviendrai, dans un nouveau paradigme de gestion qui deviendra celui de la biodiversité. Donc dans ce cadre-là, en particulier en France, des auteurs que vous connaissez comme Jean-Claude Génaud, à la suite de François Terrasson, vont nous alerter sur les risques de la gestionnite. François Terrasson nous invitait déjà à laisser pousser et à réexaminer notre propension à rechercher de manière permanente le contrôle de la nature, qui serait justement un symptôme de notre peur de la nature. Dans ces conceptions, il y a une vingtaine, 25 ans, le laisser-faire sous-tendait une certaine conception du sauvage, qui est notamment défendue par le naturaliste suisse Robert Hénard, et qui nous invite à moins intervenir pour faire preuve de plus d'humilité. Cette histoire est connue également, mais ce qui est en jeu, c'est la lutte contre la dégradation du sauvage, comme si finalement le ver était dans le fruit, notre mode d'intervenir sur la nature, même pour la protéger, engageait des dégradations qui portent sur la composition de la nature, mais aussi sur le caractère immanent de la nature sauvage. Parallèlement, toujours dans cette séquence, toujours dans cette période, à partir du milieu des années 90, on voit bien qu'il y a un fort glissement des paradigmes de gestion. Le paradigme stabilisateur est bousculé de toutes parts. Dans le même temps, en France, la notion de naturalité est introduite, alors même que le restaurateur, nouvelle figure dans le champ de la conservation, hésite entre le rôle d'ingénieur et celui de thérapeute, pour reprendre l'analyse de Raphaël Larère. Les restaurateurs de la nature hiérarchisent de manière très différente en fonction de leur pratique, de leur formation, de leur histoire, de leur contexte d'intervention, le faire avec, le faire ou le non-faire. Réparer serait-ce finalement intervenir moins dans la nature pour préserver son autonomie. Scientifiquement, cette approche est largement travaillée au bois, c'est-à-dire dans des contextes qui appréhendent les milieux forestiers, qu'ils soient alluviaux ou non. Et là, ça renvoie aux travaux, par exemple, d'Annick Schnitzler, qui datent à peu près de la même séquence, et qui se prolonge au bois avec la proposition de Daniel Valory, qui arrime la naturalité, la fonctionnalité et l'humanité.
signalant au passage que la non-intervention n'est pas seulement considérée comme une simple option technique, elle sous-tend un ancrage éthique, une philosophie de l'action. Toujours dans la même séquence, on voit bien que d'autres domaines que celui de la restauration ou de la conservation sont touchés par cette vague de desserrement des pratiques. Je pense notamment à la pensée paysagiste. Alors au XIXe siècle, fin XIXe, il y avait déjà eu William Robinson aux États-Unis qui proposait ces jardins sauvages authentiquement naturalistes et fondés sur une maintenance de faible intensité, pour reprendre les termes. Et là, Gilles Clément propose plus récemment donc son jardin planétaire auquel il intègre en 2004 le tiers paysage, ces collections de fragments spatiaux échappant à l'intentionnalité humaine. Cette proposition de Gilles Clément, dans le champ du jardin, et du jardin à grande échelle, participe à la reconsidération de l'esthétique de la friche et de la nature ordinaire bien étudiée par le travail de Rémy Beau. Et puis, dans un autre domaine, souvent un peu mis de côté, la non-intervention ou le non-faire est très présente aussi dans la philosophie de Fukuoka, qui élabore entre 1975 et 1985 sa proposition d'agriculture sauvage ou agriculture naturelle. C'est donc dans ce contexte-là qu'au début des années 2000, on peut lire dans un numéro d'Espace Naturel le témoignage de Bernard Pont, qui s'exprime sur la non-intervention, considérant qu'il s'agit d'une longue démarche complexe pour le gestionnaire. Il nous dit « Ne pas agir, laisser faire la nature ». Les moins initiés de nos lecteurs pourraient se leurrer et imaginer un instant que la non-intervention est synonyme de laisser aller. Aussi, dès le préalable, il faut les détromper. La non-intervention résulte d'une démarche longue et complexe. Cette démarche, elle est... Excusez-moi, je me perds dans mes papiers. Cette démarche elle ne laisse pas le gestionnaire dans le confort. A priori, c'est plutôt compliqué d'engager ce type d'action il y a une vingtaine ou 25 ans. Cette action, elle est toujours liée à des objectifs précis. On laisse faire, mais dans l'optique de voir advenir une certaine nature. Et on contrôle. Et on entoure l'usage de la non-intervention de multiples précautions. L'ingénierie écologique et les pratiques de restauration n'opposent pas intervention et non-intervention. Elles les articulent dans le temps et dans l'espace en gardant le contrôle. Alors maintenant, je refais un bond en avant. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il aujourd'hui? Depuis une dizaine d'années, le laisser-faire apparaît de moins en moins comme une posture hétérodoxe. Cette situation traduit, je pense, deux éléments de contexte. D'une part, la poursuite de la transition paysagère ou forestière, c'est-à-dire la reconquête des boisements liés à la déprise agricole qui traduit aussi des mutations profondes des systèmes de production. Tout ça a été bien étudié, notamment par le géographe Pascal Marty, je n'y reviens pas. Tout ça se traduit par des dynamiques de végétation, mais aussi par le ressurgissement d'animaux sauvages. Et aujourd'hui, ce mouvement est saisi comme une opportunité par les tenants du réensauvagement, notamment ceux qui prônent pour la valorisation du rewilding passif. Deuxième élément de contexte qui me semble important, c'est celui de la réimportation en Europe de l'idée de nature sauvage et de wilderness et le travail d'une wilderness à l'européenne qui est un chantier qui est mené en fait depuis maintenant le début des années 80 à travers différentes initiatives. L'une d'entre elles, Trees for Life en Écosse, menée par Watson Featherstone, mobilise justement l'idée de self-willed land, la terre, la nature autodéterminée. Il utilise ce terme à la lecture d'Aldo Leopold, ce qui peut permettre de voir les allers-retours transatlantiques. Et il l'utilise aussi en référence aux pionniers du rewilding nord-américain, notamment Dave Foreman et Michael Soulet, le biologiste, qui ont eu recours très tôt à cette idée de self-willed land. D'autres initiatives sont conduites, et le laisser-faire, d'une manière générale, trouve largement sa place dans toutes ces actions de réensauvagement, même si pour certaines, le laisser-faire succède à une forte action d'intervention. Ce mouvement, aujourd'hui, on peut s'interroger, est-ce qu'il vient modifier le paradigme gestionnaire? Est-ce que ce retour du sauvage, en idée, vient bousculer les pratiques? C'est ce que j'ai voulu essayer de tester en Nouvelle-Aquitaine à travers une enquête exploratoire. Questionnement,
est-ce que la dérive interventionnisme dénoncée par Jean-Claude Génaud est en train de s'infléchir? Envisage-t-on vraiment un desserrement de l'intervention et de la libre évolution, non plus comme une option marginale, mais comme une véritable solution à privilégier à court ou moyen terme? Autrement dit, assiste-t-on à un recul de la conception compositionnaliste de la conservation, c'est-à-dire fondée sur la protection d'un tableau de nature révélant des héritages paysagers, mais aussi, il faut bien le dire, des attachements sociaux. Alors, je vais vous présenter maintenant rapidement les quelques attendus de mon enquête. Il me reste quelques minutes, c'est bon? Ok. Donc, cette enquête, je l'ai menée auprès de 25 animateurs Natura 2000. J'ai essayé d'équilibrer le panel, de bien couvrir la région, les différents types de milieux, bien entendu, les différents types de structures porteuses. Pourquoi tester sur Natura 2000? Vous me direz, c'est plutôt un dispositif qui, justement, vise à protéger une nature héritée, une nature composée. Et bien, justement, c'était pour voir si ce dispositif était étanche à la poussée du retour du sauvage et de la non-intervention. Alors, ces entretiens qui ont une durée de 40 minutes à 1h15 ont été retranscrits. Je vais juste vous en faire une lecture transversale analytique. Les principaux enseignements. Tout d'abord, il faut noter que les notions suscitent un très fort intérêt. Tous les enquêtés ont voulu parler, ont voulu prendre le temps et ont parlé de ces notions. Ils considèrent que ce n'est plus une option marginale, qu'elle fait partie véritablement de leur palette d'intervention, ou du moins, ils cherchent à la valoriser de fait. Sans rien faire sur leur territoire, le sauvage réapparaît et ils cherchent d'une manière ou d'une autre à le préserver. Le cadre Natura 2000 apparaît pour eux réellement comme une contrainte dans la mise en œuvre de tels principes, dans la mesure où il heurte de plein front l'approche conservatoire. La plupart des enquêtés ne distinguent pas non-intervention et libre évolution, sauf ceux qui sont spécialisés sur les milieux forestiers qui associent nettement la libre évolution au milieu forestier, ce qui est assez logique. Les positionnements. Premier positionnement, y compris ces des animateurs Natura 2000, il s'agirait pour eux de développer la non-intervention et la libre évolution, d'en faire un principe phare. Et dans cette perspective, ces gestionnaires sont proactifs. Ils recherchent des solutions en permanence pour faire avec Natura 2000. Alors il y a quelques outils, vous les connaissez, notamment à travers ceux qui sont aussi valables dans les plans de gestion forestiers, îlots de sénescence, îlots de vieillissement. C'est des petits outils, mais ils existent. Et sinon, ils essayent de faire en contournant le dispositif Natura 2000, de certaines manières que je vais présenter tout à l'heure. Pour d'autres, la posture est un peu plus nuancée. C'est un oui de principe, mais largement contrebalancé par les réalités de terrain. Le principe général est validé, mais cela ne devrait pas être étendu partout. Et là, on retrouve derrière cette argumentation la distinction entre les milieux ouverts et les milieux fermés. Évidemment, les responsabilités régionales et les responsabilités européennes engagent ces gestionnaires à protéger un certain nombre de cortèges, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, qui sont associés à des milieux ouverts, vous le savez. Cette posture, ça rime parfois à celle qui consiste à dire « le laisser-faire » de fait caractérise de nombreux milieux et la dynamique de déprise s'accentue. À l'échelle de notre territoire de gestion, le laisser-faire produit tout seul des paysages du laisser-faire. Alors face à ces paysages nouveaux, les gestionnaires engagent deux attitudes, soit la vigilance, le contrôle, voire le regret, souvent dans les gestionnaires qui ont un parcours plutôt dans les formations agricoles et qui se trouvent dans des types de structures où la pression pour lutter contre la fermeture des milieux est forte. Deuxièmement, cette déprise peut être aussi intégrée par les gestionnaires qui alors essaient de valoriser cela, notamment auprès du public. De manière plus spécifique, les gestionnaires de milieux fluviaux considèrent la libre évolution comme un horizon d'attente. C'est quelque chose qu'ils ont toujours fait, même s'ils initient par le démantèlement d'un barrage, par une action de restauration, des actions de remise en route, ils considèrent que finalement leur objectif, in fine, c'est bien de laisser faire. Enfin, dans certains cas, pour ceux qui sont les plus partisans de cette option, la défense de la non-intervention est une option stratégique, puisqu'ils considèrent que tous ces milieux laissés pour eux-mêmes sont menacés par de nouveaux enjeux, notamment par la pression de la filière bois-énergie. Alors, ils engagent des véritables stratégies à l'échelle territoriale qui dépassent le cadre de Natura 2000. Enfin, il faut bien comprendre que tous ces gestionnaires
ont une conception aléatoire en fonction des interrogés sur la temporalité de la non-intervention. Pour beaucoup, cette temporalité, elle est prise dans la logique de la gestion Natura 2000 et elle est plutôt à penser de manière cyclique sur la durée des contrats, sur la durée des rythmes d'intervention. C'est une non-intervention qui est en sursis quelque part, qui est liée à un cycle. Donc, ce n'est pas forcément la compréhension de la libre évolution sur le temps très long. Toujours prise dans cette logique de mosaïquage Natura 2000, mosaïquage de milieu. Enfin, je voudrais revenir sur quelques tensions pour conclure, qui parcourent la lecture de ces entretiens. On essaie de contourner le dispositif Natura 2000, notamment à travers la mobilisation des espèces. Par exemple, le vison. On peut protéger le vison. Protéger le vison, ça veut dire pour certains gestionnaires, finalement, laisser place à plus de processus spontanés. On laisse tranquille les milieux. Le bison a besoin de tranquillité, on intervient peu, du moins pendant un temps. Toutefois, cette mobilisation de l'espèce est sujette à caution. Elle a été critiquée par d'autres gestionnaires qui considèrent notamment que dans les mesures de compensation, l'espèce est mobilisée à tort et à travers, aboutissant à des résultats contre-productifs. Ce dernier point conduit à des ambivalences sur la mobilisation des outils qui jouent avec ce nouveau sauvage et la non-intervention. Et en particulier, les gestionnaires ne sont pas du tout naïfs et ont tout à fait ciblé les risques liés à la mobilisation des mesures excessives, des mesures compensatoires. Pour terminer, dernier point de conclusion, et j'arrête ensuite, je souhaite aussi revenir sur la circulation des idées. Comment, finalement, ces gestionnaires sont acculturés à cette notion de non-intervention, de libre évolution? Ce qu'on constate, c'est que il y a un très faible marquage, il s'approprie très peu ce qui se passe à l'échelle européenne. Les grandes initiatives de Rewilding Europe, de la Société européenne de Wilderness, de Wild Europe, toutes ces grandes initiatives ont peu d'influence sur leur pensée. Ils ne les voient pas quasiment. En revanche, à l'échelle nationale, c'est différent. Ils identifient bien un bouillonnement sur ces idées et ils considèrent que cela fait partie de l'actualité dans leur métier, dans leur pratique gestionnaire. Et culturellement, ils associent vraiment la non-intervention sur le plan philosophique au travail de François Terrasson. Je vous assure, parmi les 25, 80% ont cité François Terrasson. Puis ensuite, les travaux de Jean-Claude Génaud, puis des travaux plus techniques, par exemple ceux de Daniel Valory, puisqu'il propose des méthodologies. Un mot de conclusion. La conclusion, c'est en lien avec le point précédent. Je me suis rendu compte à la lecture de ces entretiens que finalement la tension entre non-intervention et intervention pour ces gestionnaires faisait partie de la dynamique de leur identité. Elles animent véritablement leur réflexivité professionnelle, mais aussi leur propre rapport à la nature. Donc je ne tire pas de conclusion définitive, moi je vous livre simplement ce que j'ai entendu auprès de 25 animateurs Natura 2000, c'est peu, mais je remarque que parmi leur communauté, il existe des passeurs qui activent véritablement ce levier. Passeurs qui parfois ne se contentent plus du réseau de la gestion Natura 2000 et qui le quittent car se trouvant trop en rupture avec le modèle, préfèrent aller finalement s'investir dans des initiatives associatives qui, elles, sont plus favorables à ces idées. Voilà, j'espère, je n'ai pas du tout traité la question des nouveaux partenariats de front, mais je pense que peut-être là, finalement, j'ai laissé des petites pistes qui peuvent permettre d'en discuter sans problème. Je peux peut-être répondre à des questions sur ce plan-là. Est-ce que la libre évolution est un partenariat avec la nature ? Alors, ça permet de reconfigurer le partenariat avec la nature et surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça modifiait aussi les partenariats existants. Un simple exemple, la petite propriété forestière. Plusieurs interrogés, plusieurs répondants m'ont dit, finalement, on s'attendait en présentant ces idées, par exemple des contrats de type îlot de sénescence, on s'attendait à une levée de bouclier. Ça a été le cas quelquefois. Mais souvent, c'est plutôt une attitude de circonspection, on s'interroge et il y a une marge de négociation. Et dans un dernier cas, certains gestionnaires sont finalement flattés qu'on leur dise que ne rien faire, ça peut être bien aussi. Donc, ce n'est pas forcément la levée de bouclier. Donc, nouveau partenariat aussi, en ce sens, y compris avec les habitants et les usagers de terrain. Alors, bien sûr, des frictions sont toujours présentes, malgré tout.
Merci Régis Barrault. On va avoir un temps d'échange. Laurence Lestel va nous rejoindre d'ailleurs. Je redis à ceux qui nous suivent à distance que vous pouvez intervenir et poser toutes vos questions ou vos remarques, envoyer toutes vos remarques aux intervenants de cette première session de la journée. Bertrand, votre premier commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, sur les deux interventions qu'on vient d'entendre? Oui, une première synthèse et peut-être quelques idées avec ces deux exemples quasiment opposés de conception de pratique autour de la nature, puisque dans le premier cas étudié par Laurence et Sylvain, on est là dans la bouche de la France, hein, ce que Dauphiné appelait avant la région anisotropique, hein, enfin cette Seine qui alimente Paris et qui, depuis que la France est France, hein, achemine, enfin exporte, importe, hein, vous voyez, espèce et les interventions, Sylvain et Laurence l'ont montré, sont particulièrement importantes, différentes, prométhéennes, dans un sens ou dans l'autre, hein. On bouche, on recreuse, on recrée des milieux naturels comme cette tourbière. À l'inverse, hein, ce que nous propose Régis, c'est plutôt cette non-intervention, hein, dont on voit qu'elle est loin d'être récente, hein, qu'elle a une ontologie, hein. Je rappelle que le wilderness a quand même une dimension spirituelle relativement forte, hein, que c'est pas pour rien que c'est né dans les milieux protestants nord-américains au XIXe siècle. Et donc, ces deux exemples qui sont très opposés me conduisent, et je pense à ce que nous a dit Pierre Nottingham hier, à peut-être un tout petit peu faire bouger les lignes par rapport à la conception que les géographes peuvent avoir de la nature. Pour les géographes, moi je suis très gêné par ce concept de naturalité, parce que c'est avec un gradient de naturel à artificiel, on voudrait que le naturel il soit naturalo-naturel, hein, et donc on soit à la recherche d'une espèce de nature, hein, qui n'aurait jamais été touchée Vous voulez dire que c'est une forme d'intégrisme par l'homme. Non, pas d'intégrisme, mais de Graal, enfin de quête, de quelque chose qui me paraît assez étonnant. Alors même que quand on prend les travaux, je pense à Frédéric Trémant, à Hervé Cubizol, à Laurent Lespèze, hein, donc les travaux des géo-archéologues ou des voilà, des gens qui reconstituent le paysage, on sait par exemple que les tourbières de France, hein, d'abord les hommes étaient là quand les tourbières se sont réinstallées avec le réchauffement post-Drias, et ce sont les hommes du néolithique qui ont créé beaucoup de nos tourbières, hein. Donc dès lors que la nature est créée par l'homme avant même, enfin que l'homme est là avant la nature et que l'homme intervient sur la nature au moment où elle apparaît, cette recherche d'une espèce de nature naturelle qui serait peu touchée est une espèce d'absurdité. Et donc ça nous conduit, enfin, et c'est pas du tout pour... je crois que c'est une autre lecture, hein, qui est complémentaire. Il ne s'agit pas d'opposer un modèle à l'autre, hein, mais ça conduit à considérer la nature comme un construit social. Hein, un construit social qui dont évidemment nous avons, et nous sommes tous les quatre, et la majeure partie des géographes qui travaillent sur ces sujets, hein, fortement impliqués dans la défense des fonctionnalités, d'une biodiversité, d'une nature qui est riche, etc. Le fait de dire que la nature est un construit social n'aliène en rien le combat que l'on doit mener et que l'on mène pour qu'on ait une nature riche, fonctionnelle, résiliente, etc. Simplement, ça modifie les lignes, parce que protéger la nature, et je reviens à la question du partenariat, protéger la nature, c'est être capable, dès lors qu'on la considère comme un construit social, c'est d'être capable d'instituer entre les hommes et la nature un partenariat de qualité. Donc la question essentielle, elle n'est pas tant sur la nature, hein, elle est sur le type de lien que les hommes ont avec la nature. Hein. Et ceci interroge
un peu ce qu'on l'a fait hier avec Sylvain et le groupe d'histoire des zones humides, mais ce dont on a beaucoup débattu hier pendant la table ronde. Quelle conception de la nature, hein, quel besoin de nature ont les hommes, quel arbitrage, quel rapport de force il peut y avoir entre des usages, des conceptions différentes pour aménager tout ça. Et bon, évidemment hein, que je défends le beefsteak des géographes dans cette approche, hein, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que dans cette espèce de dramatisation des rapports homme-nature, hein, qui n'est plus la doxa de tous les écologues, mais qui est quand même un sous-bassement qui est encore un petit peu là, mais que finalement, cette dramatisation des rapports homme-nature, elle gêne, elle empêche un petit peu, enfin, ou en tout cas, en culpabilisant l'homme par rapport à la nature, elle l'empêche un petit peu de réagir. Alors, juste un dernier exemple, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Hein. Avec Marie-Christine Marinval, nous faisons partie du conseil scientifique du prochain musée de la biodiversité qui est à Orléans. Et au tout début, une entreprise d'ailleurs qui nous a largement échappé, parce qu'il y avait un conseil scientifique absolument formidable. Et au fur et à mesure, hein, les politiques, les contraintes budgétaires, les choix de mètres carrés ont fait qu'on a été un peu dépossédés de tout ça, mais ça sera quand même une belle réalisation. Hein. Le musée devrait ouvrir dans quelques mois. Et ce que proposaient les naturalistes au début, c'était, il y avait une salle, qui est la première salle, qui était les richesses de la nature en région centre, et une deuxième salle qui était l'homme destructeur de ces richesses. Et je me rappelle qu'avec Christine, on avait bondi en disant, mais rendez-vous compte, enfin, en plus dans une Sologne qui a été totalement construite par l'homme, dans une Loire qui a été incroyablement aménagée hein, depuis les Turcis, chers à Dion, jusqu'aux nouvelles politiques de lutte contre les crues. Voilà, on est au cœur de la France, dans une nature qui est à la fois formidable, mais qui est incroyablement imprégnée d'actions humaines sur des millénaires. Et on s'est battu, on n'était évidemment pas les seuls avec Marie-Christine, mais on s'est battu en disant arrêtez cette dramatisation. Il vaut mieux montrer que certaines actions ont créé certains types de biodiversité, certains d'autres non, et ne pas mettre l'homme dans une position coupable hein, de destruction de la nature, ce qui d'une certaine manière empêche, hein, dès lors qu'on est coupable, ça empêche que l'on réfléchisse à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire pour créer hein, une belle nature ou une nature riche, etc. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir un peu monopolisé la parole. Dans la suite de votre remarque sur cette quête d'un Graal impossible et d'une nature qui n'aurait pas été touchée par l'homme, etc., je voulais vous poser une question sur les mots qu'on utilise. Quand on parle de réensauvagement, de retour du sauvage ou de rewilding, est-ce qu'on n'est pas en train d'attester ce que vient de dire Bertrand, c'est-à-dire de rechercher le retour de quel sauvage ? Le réensauvagement. Est-ce que dans les mots même, on ne donne pas le sentiment d'une volonté de retour en arrière, d'effacer ce qui a pu être écrit par l'homme, etc. Ce qui, en soi, ce qui est écrit, quoi. Donc, dans les paysages, dans les écosystèmes, etc. Je pense que c'est une question qui est souvent débattue, qui n'est pas propre au réensauvagement. Par exemple, ce débat il a bien eu lieu sur le cas de la restauration écologique il y a quelques années, quand un programme national s'intitulait Recréer la nature. Peut-être certains s'en souviennent de ce programme Recréer la nature. Et donc là, il y avait eu des débats assez vifs sur cette question. Moi, je ne souhaite pas forcément le refaire, mais en tout cas, peut-être que Raphaël Larère, notamment, avait proposé une solution à ça, une piste en tout cas de réflexion, en disant le re, c'est pas forcément le re de revenir en arrière, ça peut être le re de réparer et d'apporter un soin. Et effectivement, est-ce que les gens qui mobilisent le réensauvagement ont en tête une image et une période associée à cette image qui sert de conduite, de modèle? Parfois c'est le cas, parfois c'est plus ambivalent, ça dépend. Il y a plein de conceptions en fait du réensauvagement.
Il y a des conceptions effectivement qui militent pour un retour et qui sont fixées sur une image. Il y a des expériences extrêmement radicales qui ont été conduites en ce sens. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt sur « et maintenant, que fait-on » Est-ce qu'on peut donner du sens à différents niveaux d'intervention? Effectivement, maintenir un lien qui existe depuis des générations entre des sociétés rurales, et pas seulement rurales d'ailleurs, et leur nature, telle qu'elle a été composée au fil du temps, et puis peut-être dans certains endroits, donner du sens à des lieux qu'on laisse abandonnés à eux-mêmes. Il faut remplir ça de sens, évidemment, il faut que ça fasse sens pour les sociétés, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Et voilà. Est-ce que le réensauvagement, la libre évolution est possible ou souhaitable sur n'importe quel territoire et à n'importe quel stade de ce territoire? Est-ce qu'il faut laisser évoluer n'importe quel territoire, y compris fortement dégradé, ou bien est-ce qu'il faut le restaurer avant de le laisser aller? J'ai un exemple précis en tête, une tourbière drainée sur laquelle, pendant un siècle, on a fait de la maïsiculture et du peuplier, qu'un Seine est en train de restaurer en enlevant les drains et en redonnant sa fonctionnalité à la tourbière. Est-ce qu'il a raison de le faire ou bien est-ce qu'il aurait fallu laisser évoluer avec ses drains et ses traces de maïs et ses traces de peuplier? Moi, sur le plan, je ne suis pas écologue, donc je laisserai sur ce plan-là les écologues répondre. Par contre, il me semble que ce qui se pose là, c'est une question qui est politique. Finalement, ce qu'on veut faire du territoire, laisser aller à certains endroits, intervenir à tel niveau. Et dans tous les cas, je pense que ça doit être débattu et ça doit faire l'objet de délibérations démocratiques. Je pense que c'est là, le plus souvent, où il y a d'énormes frictions, c'est trouver un bon niveau de délibération et permettre de donner du sens à ce qu'on fait, quelle que soit la décision qui est faite, et que ce sens soit le plus partagé possible. Mais voilà, sur le plan écologique, après, peut-être il y a des gens qui auront des réponses. Mais... C'est sympa, vous nous donnez des pistes pour la table ronde de tout à l'heure. Peut-on piloter la nature? Comment débattre autour d'une forme de pilotage, etc. Alors, il y a une question très, très terre à terre pour vous. Dans un contexte de budget contraint, le non-interventionnisme dans le domaine naturel ne risque-t-il pas de passer du paradigme écologique légitime au simple principe de gestion financière au profit des solutions les moins coûteuses, quelles qu'elles soient? Oui, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de souligner dans le discours qui m'était transmis par certains nombres de gestionnaires Natura 2000. C'est un risque qu'ils identifient clairement. Ils identifient bien que finalement la non-intervention, c'est exactement ce qui est dit par l'intervenant, ça peut être aussi interprété comme un moyen de faire à moindre coût. Ce qui n'est pas toujours le cas finalement, puisque dans certains cas, après, les décisions changent et on engage des actions fortes pour rétablir, réparer des milieux qu'on veut retrouver dans une certaine condition. Donc je pense que c'est des choses vraiment très, très complexes. Ouais. Alors, il y a une question pour vous, Bertrand. Vous dites que c'est l'homme du néolithique qui a créé les tourbières. Pouvez-vous préciser ce point? Comment l'homme a-t-il voulu créer ces tourbières? Donc, d'une part, je renvoie les auditeurs aux travaux d'Hervé Cubizol et de Frédéric Trément, qui, avec la palynologie, avec toute la puissance technique aujourd'hui de l'archéologie, ont pu montrer que les hommes du néolithique, notamment sur le Massif central, ont créé des premiers barrages, ont créé des premiers plans d'eau qui étaient parfois sur des plateaux, et où il suffisait parfois de choses qui étaient relativement modestes, quelques planches, quelques pierres, pour inonder plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hectares. Et en amont de cette retenue d'eau, se sont développées des tourbières à sphènes, des tourbières acides. J'ai un autre exemple, je crois, qui a été étudié par Frédéric Trément et une de ses thésardes, des mines d'or qui ont été faites à l'époque gallo-romaine, sur le plateau des Mille Vaches, renferment aujourd'hui des toutes petites tourbières avec des trésors en termes botaniques. Alors,
voyez, là encore un exemple. Bon, ça a plus de 2000 ans, cette histoire, mais la biodiversité est entièrement liée à une pratique aux routes de l'or qui était celle de la France, de l'époque gallo-romaine. Alors une question pour Laurence Lastel et Sylvain Dournel. Avant la chenalisation, avez-vous connaissance d'espèces présentes et de fonctionnalités écologiques qu'il n'a pas été possible de restaurer dans les modifications futures? Il faut couper un des micros, il faut éteindre. Ouais. Voilà. En fait, on vous propose ici de comprendre ce qui s'est passé sur des terres qui n'existaient pas, tout simplement, avant le 19e siècle. C'est une terre incognita en France, c'est pas très loin de Paris, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Nous, ce qui nous intéressait dans la participation à ce colloque, c'est de vous présenter des territoires qui ne sont pas très connus et sur lesquels on peut raconter une histoire qui est finie, puisqu'elle commence, qui est bornée, puisqu'elle commence au 19e siècle et elle va jusqu'à maintenant. Avant le 19e siècle, c'était des bancs de sable mouvants. Et on le voit très bien sur les différentes cartes de la navigation qui concernent l'estuaire de la Seine. L'embouchure de l'estuaire de la Seine, ces bancs de sable changeaient chaque année, les chenaux de navigation changeaient chaque année, donc il y avait vraiment une mobilité de ces bancs de sable sur lesquels il ne se passait pas grand-chose. Ok. Alors une remarque de Didier Nicot, adhérent à la SNPN. La question n'est pas de nier que l'ère anthropocène dans laquelle nous vivons est par définition sous l'empreinte de l'homme, mais de promouvoir l'idée qu'il est urgent de laisser des territoires moins soumis à cette empreinte qui continuent, hélas, de s'étendre. Est-ce que c'est une motion radicale socialiste qui peut vous satisfaire l'un et l'autre, Bertrand ou... Oui, je crois que ce soit la forte intervention par génie écologique ou le choix d'une libre évolution, on se retrouve devant la même position. L'homme, les êtres vivants, les femmes et les hommes, ont le choix dans des processus qui doivent être démocratiques et concertés, d'intervenir de la manière qu'ils le souhaitent sur les milieux naturels. Et après, la réponse, évidemment, il y a une réponse suivant, quand on est écologiste ou écologue, on va vouloir que ça soit en faveur de telle ou telle biodiversité. Encore que là aussi, il y a le choix. Je me souviens dans des milieux tourbeux de querelles extrêmement violentes entre la LPO qui voulait des roselières pour accueillir le busard des roseaux et des botanistes qui, au contraire, voulaient tout raser pour faire des platières de manière à ce que les groupements pionniers sur tourbe puissent apparaître. Donc, voilà, là aussi, on a deux courants et des courants institués qui politiquement sont forts. La LPO, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, on a deux courants, deux pensées, deux objectifs naturalistes qui sont confrontés et qui vont chacun vouloir, dans des réserves ou dans des espèces protégées, occuper le plus de place possible, à coup d'arguments, mais si ma roselière ne fait pas tant d'hectares, le busard ne pourra pas, etc. Mais le busard, il est ailleurs. Voilà, même au sein des écologues, il y a des choix de nature qui sont extrêmement différents suivant ce que l'on veut faire. Et c'est souvent une question de volonté, de rapport de force, de culture de la nature qu'il peut y avoir aussi autour de ça, aussi, on en parlait hier un petit peu avec en aparté aussi du poids des individus. Je trouve on a de plus en plus la tentation de faire une histoire sans femmes, sans hommes. Mais je veux dire, il y a des personnalités extrêmement fortes qui, dans un milieu, on parle de François Terrasson, qu'on est beaucoup à avoir connu ici, outre être le pape de la libre évolution, c'était quand même quelqu'un qui avait une personnalité hors du commun. Qui était qui créait le débat, qui créait les tensions, où on était pour, où on était contre. Et voilà, le débat est là. C'est un débat qui est humain de
de femmes, d'hommes, de personnalités, de lieux, de contextes sociaux. Et c'est dans ce cadre-là que l'on va décider la nature que l'on veut. Alors, voilà, de temps en temps, pour répondre à la question, effectivement, il y a des choix qui sont faits d'une moindre intervention. De temps en temps, il y a des choix qui sont faits en termes écologiques d'une forte intervention. Voilà, moi, je me suis longtemps battu pour une réserve dont je me suis un peu occupé, la réserve de Versigny, sur le fait qu'on arrête de faire des carrés de 4x4 dans lesquels il n'y ait que des Drosera rotundifolia, parce que, bon, effectivement, on fait une espèce de jardinage de plantes protégées, carnivores. Pour quelle utilité? Enfin, voilà, avec quel objectif? Voilà, mais je trouve que encore une fois, la question n'est pas par rapport à la nature. Évidemment qu'il faut de tout, mais elle est au niveau du débat que l'on a autour de la nature. Est-ce que le débat, est-ce que ce débat et cette réflexion sur la libre évolution peut se poser dans les mêmes termes, indépendamment de la superficie des territoires dont on parle? Pour le dire autrement, est-ce que on peut parler de la libre évolution dans les mêmes termes aux Pays-Bas et aux États-Unis ou en Russie? Est-ce que voilà, est-ce que le petit bout de carré que je vais laisser évoluer librement au fond de mon jardin, est-ce que ça a le même sens qu'un parc national américain? Voilà, est-ce qu'on peut c'est un point que je ne crois pas que vous vouliez aborder dans votre présentation. Est-ce que ça a un sens de se poser cette question ou pas? Oui, le micro. Oui, ça a un sens évidemment, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le réensauvagement, il laisse place à plein de conceptions différentes. L'une des conceptions, c'est celle qui est liée à l'écologisme radical qui s'est développé aux États-Unis dans les années 80 et qui s'est arrimé à la biologie de la conservation pour donner le rewilding qui met en avant de très larges échelles, les échelles continentales dans la mise en œuvre. En Europe, c'est difficilement entendable. Et pourtant, il y a quand même des expériences qui sont faites avec des échelles de plus en plus importantes. Et alors, par contre, après, c'est quel type d'espace? Qu'est-ce que c'est que ces espaces? Est-ce que c'est des espaces ouverts? Est-ce que c'est des espaces clos? Qu'est-ce qu'on y fait exactement? C'est quoi le sauvage qui est dedans? C'est comment on fabrique aussi ces conditions de non-intervention et de libre évolution. Il faut s'intéresser à tout ça. Il y a la question des échelles et puis la question de ce qu'on entend vraiment par libre évolution. À la fois dans la fabrication, dans l'ingénierie de la non-intervention et puis dans l'idéologie qui peut être associée et les acteurs qui vont être associés ou pas à ces projets. Mais la question d'échelle, évidemment, elle est centrale. On voit bien que chez nous, on est plutôt dans le cadre d'un émiettement. Regardons les dispositifs qui permettent contractuellement de faire de la non-intervention. C'est quoi? C'est des arbres isolés, c'est des îlots. Mais il faut mettre ça en perspective avec le phénomène Ce sont des territoires acquis par l'espace. Oui, ou dans le cadre des plans de gestion ONF, dans le cadre de Natura 2000. Mais il faut mettre ça aussi en perspective avec le processus plus large, à plus large échelle et sur une plus longue période, de déprise et de transition paysagère. Finalement, là, j'ai envie de dire aussi un peu comme les gestionnaires, la non-intervention s'est largement faite sans nous dans beaucoup d'endroits. Donc voilà. Et elle est diversement perçue. Justement, est-ce que la non-intervention peut être perçue ou encourt le risque d'être perçue comme une privation de la nature pour un certain nombre de populations? Si je gère ma réserve naturelle en sorte qu'elle ne soit plus accessible pour favoriser la libre évolution, si j'ose dire, en soi c'est un oxymore, favoriser la libre évolution, mais est-ce que on ne va pas me reprocher de priver de nature des populations qui pourraient souhaiter en être des usagers? Oui, enfin, je parle sous le contrôle de Régis, mais le réensauvagement ou l'ensauvagement de la nature ne suppose pas forcément que l'homme ne puisse y pénétrer. Il y aura, voilà,
Parfois oui, parfois non, tout dépend aussi des milieux. Il n'y a pas forcément de confiscation. Puis, j'allais dire, il y a d'autres formes de confiscation qui me paraissent beaucoup plus brutales. Hein. Voilà, moi, je vis en Sologne et il me semble que ce qui se passe aujourd'hui avec les clôtures est quand même autrement plus important. Hein. Je vous convie à faire du vélo vers Duison. Vous faites 15 km entre deux grillages qui font 2,20 m de haut, dont 50 cm sont enterrés. Et même s'il n'y a pas de grillage, surtout dans cette période de chasse qui va bientôt commencer, vous êtes, dès que vous avez fait un pas dans une propriétés, qui sont des propriétés gigantesques, vous êtes quand même sorti manu militari et violemment dans une nature. Je veux dire, je pense que la principale forme de confiscation de la nature, elle n'est pas liée à l'ensauvagement. Je tenais quand même un peu à le rappeler. Alors, une remarque au passage de François Sarrazin. Et qui demande son avis aux autres cumains qui vivent autour de nous? Qui demande leur avis aux autres cumains qui vivent autour de nous? Qui leur demande leur avis? Ben, voilà, c'était une remarque au passage que je tenais à vous livrer. Oui, la vie, enfin, il y a quand même beaucoup d'anthropologues en ce moment qui travaillent sur les animaux, sur il me semble que dans les travaux des sciences humaines en particulier, mais aussi des écologues, la question animale tend à être un petit peu plus importante dans nos quotidiens. Enfin, je lisais ce matin, en venant vous retrouver, la dénonciation des conditions d'abattage des lapins, qui sont qui ont une feuille à 4 pour vivre, avec des taux de mortalité absolument terrifiants. Tout ça pour que le prix au kilo n'arrive pas trop cher dans nos supermarchés. Il y a cette question animale, elle est forte. En écologie aussi, là, avec Nathalie Blanc, avec le LADIS, il y a un colloque qui va être organisé sur les parentèles entre les plantes, sur les communications qu'il peut y avoir entre les plantes, et aussi sur le fait que dans l'évolution, pour revenir à Darwin, il y a parfois, sur un plan génétique, des connivences relativement proches entre les différents sphères du vivant, et qui créent des manières d'être ensemble, qui nourrissent l'altérité dont justement nous parlait François Sarrazin hier. Il me semble, alors peut-être qu'on en est aux prémices, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de courants de la recherche en ce moment qui s'intéressent à ces questions des non-humains, quoi. Cette question donc de la libre évolution fait pas mal réagir. François Bétard, Université de Paris, parmi les choix politiques et les justifications, la libre évolution qui se traduira indubitablement par un regain des surfaces forestières, n'est-elle pas aussi un moyen de lutter contre le réchauffement climatique à travers la fonction de stockage du carbone que remplissent la forêt et les sols forestiers? Je vais me risquer. C'est vous qui... Ce que je peux dire, c'est que c'est un argument qui est de plus en plus utilisé par les promoteurs du réensauvagement. Arrimer cette question-là au changement climatique et la question du stockage, après les évaluations, il faut les faire. Là, il faut faire appel à des spécialistes. Et puis, ça dépend des régions. Il y a une expérience radicale en Sibérie qui est fondée sur la reconstitution des écosystèmes de pelouse stépiques en lien à l'espèce du mammouth laineux, donc expérience extrêmement radicale, mais qui là est plutôt lutte contre le boisement pour maintenir des espaces ouverts, justement, qui permettraient un meilleur stockage. Alors, une protection du permafrost, etc. Donc, ça dépend des régions du monde. Et puis, j'imagine qu'il y a des réponses d'écologues, peut-être ici dans la salle, pour la question du stockage. Mais c'est une question qui est de plus en plus arrimée à celle d'écologues ou de forestiers. Ou forestiers. Alors, François Sarrazin précise, je parlais de la place des non-humains, pas seulement animaux, dans les arènes et les débats démocratiques sur les choix de gestion. Alors évidemment, du coup, va se poser la question de qui sont les porte-paroles des non-humains et qui s'érige en porte-parole des autres qu'humains. C'est une question compliquée, ça. Oui, cher François, j'ai peur de ne pas avoir de réponse directement autour de ça, sinon que quelques humains s'érigent effectivement en porte-parole
d'un droit animal et interviennent dans le débat. Alors, après, chacun peut juger de la pertinence de et la légitimité de ces porte-paroles. De la posture, quels sont peut-être les arguments cachés qu'il peut y avoir derrière, mais il y a aujourd'hui dans le débat public quand même des gens qui s'approprient. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, hein, qui fait que pour opposer, vous savez, c'est les argumentations que l'on oppose aux gens qui sont véganes, c'est-à-dire qui ne veulent plus s'entourer d'aucune exploitation animale autour d'eux. Et il y a un courant qui s'oppose à eux en disant mais les plantes souffrent quand on les coupe, hein, parce qu'elles émettent également, et maintenant c'est prouvé par... Je renvoie, il y a sans doute des gens qui sont infiniment plus compétents que moi dans la salle. Hein, elles envoient, je ne sais plus quel phéromone, hein, mais qui est une phéromone de souffrance. Hein, et donc, voilà, dès lors que l'on fait souffrir les plantes, peut-être autant que les animaux. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va manger, mais il faut aussi assumer ce rôle-là. Alors, peut-on distinguer ne pas toucher et ne plus toucher après avoir aménagé de manière à optimiser le départ des cycles naturels? Je vois que Bertrand coupe courageusement son micro et passe le ballon à son ailier. Régis Barraud. Je peux répéter la question. Peut-on distinguer ne pas toucher et ne plus toucher après avoir aménagé de manière à optimiser le départ des cycles naturels? Ça, pour moi, ça fait écho à la question que je vous posais sur la tourbière tout à l'heure. Est-ce qu'on la laisse avec ses drains et sa fonctionnalité dégradée, ou bien est-ce qu'on restaure sa fonctionnalité? Oui, c'est la logique c'est une des logiques qui est intégrée dans la restauration écologique. Souvent, on fait repartir des cycles et après on observe avec un degré de contrôle différent en fonction des cas. Mais c'est vrai que ça existe. Et j'ai envie de dire aussi, dans certaines, je sors un peu du cadre, mais dans certaines opérations de réensauvagement, il y a des mesures extrêmement fortes d'intervention. D'abord de désaménagement, de réintroduction ou de translocation d'espèces, des interventions sur la végétation, pour ensuite éventuellement laisser faire. Donc j'imagine, il existe les deux cas de figure. Soit on laisse totalement faire, on ne fait rien, et soit on intervient et on ne touche plus. Oui, toujours un peu dans la même rubrique, c'est qu'il y a d'assez fascinant dans ces politiques de libre évolution ou de réensauvagement, c'est la grande humilité que le gestionnaire ou que l'écologue a, parce que dans bien des cas, il ne sait absolument pas comment va évoluer le milieu qui a été transformé préalablement. Vous parliez des drains, des peupliers dans des tourbières. Et voilà, après quand même une science, de tout ce qui est biologie, la conservation de la nature, dont l'âme a été essayé de comprendre ce que tel ou tel écosystème ou écocomplexe ou telle mosaïque d'habitat allait devenir si dans le temps avec etc. Et là, je trouve qu'il y a de nouveau une espèce de posture d'humilité, hein, en disant on ne sait pas exactement ce que ça va être, et c'est aussi un objet de science, hein, que de comprendre ça. Et ça me fait penser évidemment à Bruno Latour et notamment aux travaux de Laurent Lespèce sur j'oubliais Dufour, son prénom. Simon, voilà. Et de Simon Dufour sur cette espèce de notion hybride. La nature, une nature qui a été extrêmement transformée, nous échappe aussi, l'échappe. Hein, elle a une logique propre, c'est des milieux qui sont à la fois très naturels et très anthropiques, hein, et qui, donc des milieux hybrides, hein, si on renvoie ça à l'intelligence artificielle ou aux robots, etc. Et donc des objets qui sont à la fois des objets de nature et des objets de culture, et dont les logiques échappent. Et il y a un des enjeux scientifiques dans la libre évolution, c'est de mieux connaître, hein, les dynamiques purement écologiques, fonctionnelles de ces milieux qui sont mi-homme, mi-bête, mi-homme, mi-plante, et qui ont été créés par
notamment par 150 ans quand même d'intervention brutale depuis le début du XIXe siècle, enfin 200 ans, sur la nature. Alors une question plus terre à terre. Plus concrètement, il me semblerait que la libre évolution dans le cas des îlots de sénescence forestiers semble plus facile à activer dans les espaces Natura 2000 où il y a des aides financières. Il pourrait être intéressant d'injecter des îlots de sénescence de la nature en libre évolution dans des forêts publiques, notamment communales, pour répondre aux enjeux, notamment citoyens, mais il n'existe aucune aide financière de ce côté-là. Et du coup, c'est plus difficile à activer, c'est du ressort et de la volonté des élus et des gestionnaires publics. Qu'en pensez-vous ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est sans doute vrai. Après, dans les forêts publiques, le gestionnaire principal, hors forêt communale, mais les forêts domaniales, c'est ONF. Et moi, ce qui ressort des entretiens, c'est que les personnes de l'ONF qui sont en charge de sites Natura 2000 forestiers m'ont dit il y a une tension très forte interne qui est inhérente à la structure entre les enjeux d'exploitation et de conservation. Et ils sont pas naïfs non plus sur la manière de désigner les îlots qui va être très, très variable en fonction des enjeux locaux, des contextes, évidemment. On ne désigne pas de la même façon des îlots de sénescence ou de vieillissement en fonction des contextes et des cultures professionnelles. Et j'imagine que c'est aussi vrai. Après, la question des aides financières, sans doute, si le but c'est d'activer ça, il faudrait que ça soit valorisé. Après, ça engage quand même, ça pose aussi question, à savoir, est-ce qu'on fait rentrer finalement le sauvage, le spontané, dans une sorte de comptabilité de la nature ? Est-ce qu'on fait rentrer ça comme ça ? Est-ce que finalement c'est une vocation ? Je ne sais pas, ça se discute aussi peut-être. Alors, et quand un espace en libre évolution se retrouve envahi par des espèces invasives, on fait quoi, chef ? Moi, je sais pas. Faudrait pas que j'ai l'impression que les gens oui, ont pensé que j'étais c'est ça. Vous avez introduit le sujet et du coup, toutes les questions convergent vers vous. Non, mais évidemment, c'est un problème. Quand j'ai lu la citation de Bernard Pont dans toutes les précautions qui engageaient son propos, il y avait cette question des espèces invasives. Il y a 2 ans, il y a 1 an, on est allé avec des collègues dans le parc de Ballycroy à l'ouest de l'Irlande. Forêt industrielle qui a été utilisée par l'entreprise parapublique Coite pour faire une forme, moi ce que je considère comme du greenwashing, dans le sens où ils ont vendu un projet de réensauvagement très fort, en laissant cette nature, sans rien faire, cette nature industrielle. Et les gens qu'on a rencontrés sur place nous ont dit, regardez, c'est truffé de rhododendrons, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je ne suis pas écologue, je ne peux pas vous dire. Est-ce que finalement, il y a une gravité extrême à voir des rhododendrons apparaître dans une forêt, dans les reliques d'une forêt industrielle ? J'en sais rien. Après, est-ce que les rhododendrons vont poursuivre leur colonisation et atteindre des paysages à haute valeur culturelle dans le cœur du parc ? Ça, c'est certainement un enjeu. Mais je pense que ça reste des enjeux et les gestionnaires sont conscients de ça, de ces questions. Ludovic Drapier, Université de Paris-Nanterre, nous dit « Faire le choix de ne rien faire, c'est toujours faire un choix, et donc intervenir ». Cela pose tout de même la question de l'échelle à laquelle on pense la non-intervention. On l'a déjà évoqué un peu plus haut. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette remarque de bon sens. Oui, que j'approuve totalement. C'est un petit peu ce qu'on disait autour. Ne rien faire, c'est aussi un choix. Voilà. Mais le choix, j'ai un peu autre chose en tête qui est tout petit, qui est de la libre... une volonté de non-intervention pour d'autres motivations. Dans les enquêtes que j'ai pu faire dans des propriétés solognotes qui étaient engagées par des propriétaires souvent aristocratiques, très engagés dans leur foi catholique, une des signatures de leur foi est le fait que systématiquement, il y a une parcelle d'un demi-hectare de forêt dans lequel il n'y a aucune gestion sylvicole depuis des décennies, voire depuis un siècle. Et ça devient une espèce de signature d'un engagement catholique. Et quand on gratte derrière, et j'ai fait des séries d'entretiens, j'avais à peu près aussi... Alors c'est marrant parce que vous disiez hier que parallèlement, l'Église catholique enjoignait les propriétaires de drainer les marécages, etc. Ça, c'était au XIXe siècle. Là, il faut faire...
c'est comme pour tout, il faut faire extrêmement attention quand on dit l'Église ou les catholiques, etc. Oui, oui. Il faut dire quand et où, parce que sinon on ne comprend rien. Le cas... On parlait bien aussi de la Sologne. Voilà, et là, je parlais de la Sologne au XIXe siècle, mais il y a aujourd'hui, quand on gratte, la plupart du temps, j'arrivais moi, auprès des propriétaires et je leur disais, où est-ce que vous avez une manière catholique, chrétienne, je savais que c'était des gens qui étaient très engagés dans leur foi, de gérer votre propriété. Et bon, c'est des gens bien élevés, je n'étais pas éjecté dans les 10 minutes, mais les gens disaient, voilà, c'est une espèce de délire d'universitaire. Et après, en visitant la propriété avec eux, je leur montrais qu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments qu'on revenait, et presque systématiquement, ils m'ont rappelé, et en disant, mais on a envie de parler de ça avec vous. Et derrière cette parcelle d'un demi-hectare qui est en libre évolution, qui est une espèce de réserve biologique intégrale, mais toute petite sous la forme d'un timbre de poste dans les propriétés, ben, on retrouve rapidement le jardin perdu, le fait que voilà, Adam et Ève ont voulu intervenir dans la nature et ont été chassés du paradis, et à tel point que ça devient une véritable signature derrière. Toujours pareil, quand on croise, alors on n'a pas pu publier parce que c'est des données qui sont privées avec le président du CRPF, mais quand on croise la foi des propriétaires entre protestants et catholiques en Sologne et le pourcentage entre feuillus et résineux, ben, les catholiques sont 70% feuillus et les protestants sont 70% résineux. Donc il y a forcément un lien. Et donc, ça renvoie à Jacques Weber. Y a-t-il un théologien dans la salle ? Ça renvoie à des travaux. Et donc, il y a forcément un lien entre ce que l'on est soi, sa conception du monde, ses croyances, et voilà, un arbitrage avec des choix économiques, avec des choix et des éléments. Les décisions de nature, elles ne sont pas toujours intervenir, pas intervenir, comment intervenir. Donc voilà, il y a du scientifique, il y a du raisonné, il y a de l'économique, il y a du politique, il y a du réglementaire, mais il y a aussi comment je m'imagine moi, aujourd'hui, maintenant, demain, dans la mort, qu'est-ce que je veux léguer à mes enfants. Il y a du culturel qui est extrêmement fort et qui doit, à mon sens, aussi rentrer dans la compréhension, et souvent même dans les stratégies qui sont mises en place sur un plan social pour amener des corps constitués vers telle ou telle solution. Alors, 2 remarques et une petite question pour arriver. Oui, alors allez-y. Allez-y en coupant un des micros, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans la libre évolution, l'ensauvagement, c'est qu'on exerce ça sur des parcelles qui sont bien circonscrites, bien zonées en fait, et c'est comme si c'était aussi une caution, un sauf-conduit pour finalement, de l'autre côté, appliquer donc des aménagements plus lourds ou des natures beaucoup plus malmenées, et c'est comme si cette caution finalement, légitimait en fait les actions parallèles de l'homme sur d'autres espaces. Et on met le doigt sur la carte et on dit là on touche à rien et là on fait le parking du supermarché. Exactement, dans les logiques compensatoires, on est un peu dans cet esprit-là, cet état d'esprit. Et finalement, quel sens donner à ces parcelles qui finalement font l'objet de libre évolution, si jamais elles ne sont pas du tout articulées à d'autres portions de l'espace. Et finalement, on en vient à des parcelles qui sont un peu confisquées, où l'homme finalement n'aura même pas de lien, alors que lorsqu'on raisonne à l'échelle des temps historiques, on voit que finalement la nature, est davantage acceptée, appropriée, revendiquée lorsque l'homme exerce une activité, des liens étroits au quotidien en fait. Alors, donc, deux remarques. La nature comme musée, est-ce un moyen d'atteindre la notion de culture dans le concept de nature? Et puis, Ghislaine Ferrer nous dit, comme le rappelle la collection Monde sauvage d'Actes Sud, la nation iroquoise avait l'habitude de demander avant chaque palabre qui, dans l'assemblée, allait parler au nom du loup. C'est aussi là-dessus que travaille Baptiste Morisot sur qui parlera pour le loup et qui sera le porte-parole, l'ambassadeur du loup. Et alors, la question, est-ce que notre ignorance de l'évolution naturelle des milieux, notamment face au changement climatique que nous avons engendré, n'est pas un argument fort pour la libre évolution? Ça vous permettra une conclusion brillante.
que c'est à moi que ça revient, alors. Bah non, quand je Oui, mais regardais dans l'enfilade, là, qui veut conclure brillamment? Voilà, mais je crois qu'effectivement, enfin, on est dans des temps de grande incertitude. De grande incertitude par rapport au changement climatique, de grande incertitude par rapport à l'effondrement de la biodiversité qui non seulement est désolante en soi, mais qui modifie considérablement les rapports aussi des espèces les unes avec les autres, la dynamique des écosystèmes et des milieux. Et cette, voilà, ben, la libre évolution, d'une certaine manière, c'est aussi, sur un plan scientifique, recomprendre, enfin, comprendre, identifier, expliquer les nouvelles dynamiques purement naturelles, également, qui sont en train de se mettre en place. Merci donc à tous les intervenants de cette première session. On va faire un petit quart d'heure de pause